Il était une fois, il y a 75 ans, un pays libéré, un pays à reconstruire. En 1944, travailleurs et patrons ont uni leurs efforts dans un but commun: relancer l'économie, assurer la prospérité et offrir un confort matériel sans précédent à chacun. Les travailleurs se sont mis au service des entreprises. Ils ont accepté des tâches peu intéressantes, comme le travail à la chaîne. En retour, les patrons ont augmenté les salaires et les cotisations ont permis le développement de la sécurité sociale. Tout le monde était gagnant. Ce pacte social a été synonyme d'âge d'or. 30 années de forte croissance économique ont changé le monde. La télévision, le lave-vaisselle, la voiture sont entrés dans le quotidien des familles. Au-delà du confort, la consommation est devenue un mode de vie, un projet de société. Pour beaucoup de gens, le travail a été réduit à un moyen d'avoir des revenus. C'est dans le loisir, dans la consommation, que l'on a commencé à chercher sa raison de vivre. Mais dès les années 70, le Club de Rome attire pour la première fois l'attention sur la question écologique. À force de produire et de consommer toujours plus, nous allons épuiser les ressources de la Terre. Ressources naturelles exploitées à bas prix par les pays occidentaux grâce à leurs colonies, à leur domination sur le tiers-monde. Pays pétroliers en tête, les pays colonisés vont vouloir s'émanciper. Le prix du pétrole et des matières premières explose. C'est la fin des 30 Glorieuses. C'est la crise. Les dettes publiques s'envolent. Nous continuons d'ailleurs à les payer aujourd'hui. La société de consommation va pourtant rebondir avec l'effondrement de l'URSS. Sans modèle concurrent, le capitalisme devient mondial. Il est soutenu par une nouvelle révolution, celle des technologies de l'information et de la communication. Renouer avec le progrès matériel est possible. Cela passe par la production de biens de base, là où la main-d'œuvre est bon marché, et par le fait d'attirer des investisseurs chez nous. Un nouveau compromis social va ainsi émerger durant les années 90. Gauche et droite, parfois avec conviction, parfois par réalisme, s'entendent sur un même objectif: renforcer notre compétitivité. Dans une économie mondialisée, il faut accepter de limiter les coûts, les cotisations sociales notamment. Il faut accepter la concurrence fiscale. Résultat, les inégalités chez nous augmentent. Mais on l'accepte parce que cela permet de préserver la croissance. Une croissance moins forte qu'hier, mais une croissance tout de même. Cela permet de soutenir l'emploi. Cela permet de maintenir l'essentiel de la sécurité sociale. Si les travailleurs qualifiés sont protégés, on ne peut pas en dire autant des autres. Les délocalisations ou la simple possibilité de celles-ci les condamnent au chômage ou à la modération salariale. Le système tient néanmoins. Il n'y a pas d'explosion sociale. Parce que dans une société de consommation, l'essentiel, ce ne sont pas les conditions de travail. L'essentiel, c'est de pouvoir consommer. Or, la magie de la mondialisation, c'est qu'elle donne accès à une abondance de biens à bas prix. Du t-shirt à 3 €, aux fraises en hiver, en passant par les écrans de télévision toujours plus grands ou par les voyages à l'étranger, le pouvoir d'achat de la classe moyenne augmente, au même rythme que ses désirs suscités par l'omniprésence du marketing. Tant que je peux consommer, adopter les modes de vie promus par les médias de masse, ou du moins une copie pas trop pâle de ceux-ci, j'ai le sentiment d'appartenir à la société. La version néolibérale de la société de consommation a ainsi succédé à la version social-démocrate. Mais elle n'est pas plus soutenable que la première. Devenu mondial, le capitalisme s'épuise et épuise les ressources naturelles. Il déstabilise le climat. Pourtant, ce n'est pas la question écologique qui fait exploser le modèle. C'est son cœur, le système financier qui lâche. Pour une raison simple à comprendre, les inégalités augmentent, les revenus de nombreux travailleurs stagnent, voire régressent. La seule solution
pour qu'ils puissent continuer à consommer, c'est l'endettement. L'endettement privé, dans certains pays, l'endettement public dans d'autres, les deux, souvent. Les crises financières éclatent. La crise des subprimes, celle des dettes publiques, et elles font disparaître la confiance dans l'avenir. Cela fait 10 ans que nous sommes en crise, 10 ans que les banques centrales injectent de l'argent, 10 ans qu'aucune solution structurelle n'est apportée, 10 ans que nous manquons d'imagination. Et pendant ce temps, le réchauffement climatique s'aggrave, la population vieillit, le sentiment d'injustice se généralise et le populisme monte. Comment s'étonner dès lors qu'une écrasante majorité de la population pense que nos enfants vivront moins bien que nous demain? Et elles auront raison. Elles auront raison si l'on reste passif, si l'on continue à s'accrocher à un passé qui n'est déjà plus notre présent. Vouloir avoir toujours plus aujourd'hui demande de prendre aux autres. Poursuivre dans cette voie, c'est choisir de diviser la société, d'opposer les groupes, de renforcer les tensions sociales, et au final, nous serons tous perdants. Cela ne veut pas dire que l'on doit se résigner. Cela ne veut pas dire que l'on doit renoncer au progrès. Jouer sur les peurs, annoncer la fin du monde et l'effondrement de la société, c'est se condamner à voir deux camps se faire face. Ceux qui sont persuadés d'avoir raison et qui s'autoriseront des moyens radicaux pour sauver l'humanité, et ceux qui se replient sur eux-mêmes, ne veulent pas renoncer à leur confort et voient dans la radicalité des autres la justification de leur aveuglement. À la peur, préférons l'espoir. Il ne tient qu'à nous de faire d'autres choix. S'il n'est plus souhaitable de vouloir toujours plus, rien ne nous empêche de vouloir mieux. Nous pouvons créer un nouveau modèle, un modèle dans lequel chacun sent qu'il vivra mieux demain. Nous pouvons nous entendre sur un nouveau contrat social. Nous pouvons chercher dans le progrès dans la croissance, mais la croissance qualitative plutôt que quantitative. Nous avons un an pour débattre ensemble de ce que vivre mieux peut signifier concrètement. Notre alimentation, par exemple. L'industrialisation de l'alimentation pose question. De plus en plus de personnes rejettent ce modèle. De nombreux problèmes de santé ne s'expliquent plus par une dénutrition, mais par une consommation excessive d'aliments de mauvaise qualité. Aujourd'hui, privilégier une agriculture de qualité est l'une des politiques de santé les plus efficaces possibles. Investir dans la qualité des biens et des produits peut être aussi une stratégie économique, une source d'innovation et de nouveaux marchés pour nos entreprises. La Commission européenne l'a d'ailleurs bien compris en faisant de la lutte contre le réchauffement climatique le nouveau moteur du projet européen. Encore faut-il que l'on dépasse les discours sans nuance. Contrairement à ce que prétendent les Verts les plus radicaux, les innovations technologiques sont indispensables pour améliorer notre efficacité énergétique. Mais contrairement à ce qu'espèrent les conservateurs libéraux, cela ne signifie pas que l'on ne doit rien changer à nos modes de production, à nos modes de consommation, à nos modes de vie. Privilégier la qualité, c'est aussi vouloir reprendre le temps. Du temps pour ses proches, pour sa famille, pour ses amis, ou simplement pour soi. Ne plus avoir l'impression de courir après on ne sait plus très bien quoi. Ce temps, très concrètement, c'est notamment en apportant enfin des solutions à nos problèmes de mobilité que nous pourrons le retrouver. Voilà un sujet sur lequel nous devons apporter des solutions innovantes. Privilégier la qualité, c'est également redonner du sens à son emploi. Nous avons tous besoin de gagner notre vie, mais nous passons trop de temps à travailler pour accepter que notre vie professionnelle ne soit pas aussi un lieu où l'on se sent utile, où l'on se réalise, où l'on a l'impression de faire quelque chose qui a du sens. Privilégier la qualité, c'est donner à chacun le sentiment qu'il appartient à la société, non en consommant, mais en participant. Que ce soit par son travail ou par ses engagements. Une société du mieux est une société où chacun s'efforce de contribuer au bien-être commun. Une société où la valeur d'une personne
dépend de ce qu'elle réalise, de ce qu'elle apporte aux autres et à la collectivité, pas de ce qu'elle possède. Chers amis, préférer mieux à plus, la qualité à la quantité, ce ne sont pas que des mots. C'est changer notre regard sur le monde. C'est modifier nos préférences, reconnaître que nous faisons face à des dilemmes et que nous devons nous demander collectivement ce qui est réellement important pour nous. Notre société est à réinventer. Un nouveau pacte social est à définir, un pacte pour vivre mieux demain. Soyons porteurs de cet élan, mettons-nous en mouvement, proposons un discours positif, inspirons la confiance en l'avenir, afin que chacun ait la conviction qu'il fera beau demain.